Tu as envie de devenir ton propre patron? Besoin de conseils et d'astuces? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie. Bonjour et bienvenue sur Happiness dans l'émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie. Moi c'est Sébastien et je suis avec Clément. Et aujourd'hui, on accueille Maggie et Loïc. Bonjour, bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je peux juste vous laisser vous présenter très rapidement? Qui veut commencer? Bon, je vais commencer. Allez Loïc, c'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Loïc Folléa. Je suis le responsable de la coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle Essor, qui fait partie du groupe BGE Picardie, qui est implanté sur l'ensemble de la région Picardie. Super, merci Loïc. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Maggie Hénoch-Curier. Je suis la fondatrice de la société Réussir Demain, intégrée à la coopérative Essor. Et donc, j'accompagne les entreprises et les indépendants à mettre l'intelligence artificielle dans leur quotidien pour les aider. Sujet d'actualité. On entend beaucoup parler de ça et je pense qu'effectivement, ça va être une émission en tout cas très intéressante par rapport à ça. Je l'espère. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu fais, peut-être exactement ce que tu proposes et à qui tu le proposes très rapidement en 2-3 mots? Oui, bien sûr. Alors, au fond, mon métier, c'est pas vraiment l'IA en fait. Moi, ce que je fais, c'est vraiment aider les gens à travailler mieux et surtout à travailler différemment. La plupart de mes clients, ce sont donc soit des indépendants, des coachs, des formateurs, des consultants, et aussi des TPE et des PME. Et le constat que je peux faire, c'est que la plupart du temps, ils passent énormément de temps sur de l'administratif et sur tout un tas de choses qui n'ont pas, au fond, réellement de valeur ajoutée. Donc finalement, c'est ça le cœur de mon métier, c'est de les aider à faire différemment. Alors ça passe par de l'IA, mais pas toujours. L'IA n'est pas toujours la seule solution. Donc les prestations que je leur propose, elles sont de 2 niveaux. Soit on est sur du conseil, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier les bons cas d'usage et voir comment l'IA peut être une réponse, soit de la formation pour les rendre autonomes sur le long terme et qu'ils puissent au fil du temps développer des solutions et utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Alors c'est marrant que tu parles d'administratif parce que toi justement tu as fait un choix un petit peu différent au niveau entrepreneurial. C'est que tu t'es dit je vais me concentrer à 100% sur mon activité et je vais déléguer une partie de mon administratif en CAE, donc en coopérative. C'est pour ça que tu es là Loïc. Donc du coup, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu quel est le choix de Maggie par rapport à ça? Oui, effectivement, la coopérative, c'est une solution, comme tu le disais, pour alléger cette partie, la partie un peu galère de l'entrepreneur, quelque part. Et donc, du coup, de se délester un peu de la partie comptabilité, de la partie un peu plus juridique, un peu plus technique qu'il peut y avoir derrière. Le rôle de la coopérative, c'est celui-là, c'est de pouvoir justement permettre aux indépendants de se concentrer sur leur business. Mais c'est aussi et surtout, on parle de coopérative, on parle de collectif, c'est aussi et surtout la vie d'un réseau, c'est aussi un nombre d'entrepreneurs qui se rencontrent de manière très régulière. Aujourd'hui, on est à peu près 90 entrepreneurs dans la coopérative. Et donc du coup on a ce côté effectivement où on délaisse de l'administratif, mais aussi on fait partie d'un collectif et on se nourrit aussi des expériences de l'ensemble des membres de la coop. Alors on en reparlera justement de cette coopérative peut-être sur la 3e partie d'émission. Avant ça, tu as un parcours qui est assez riche, Maggie. Justement, on va en parler. T'es passé par plusieurs étapes, notamment le test, Essor, etc. On va le développer. Aujourd'hui, toi, la genèse de ce projet, l'idée, c'est devenu comment? Ça t'est venu comment? Alors en fait, avant de parler de la genèse de ce projet, peut-être un brief très rapide sur mon parcours. Donc j'ai un papa acheteur, une maman commerciale, donc assez naturellement, je suis partie sur des études commerciales. Et puis finalement, j'ai passé 25 ans dans différentes entreprises en tant que salarié sur différents jobs. Et sur les dernières années, j'étais sur des directions de transformation et d'innovation. Et pendant ces années-là, j'ai vu énormément de projets innovants, d'outils super bien faits, échouer. Échouer parce que l'outil a beau être performant, s'il ne répond pas à un besoin terrain, ça fait un flop en fait. Il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas d'utilisation de la solution. Et puis ça faisait quelques années que j'avais envie de me lancer. Et donc en 2024, j'ai pris le parti de me dire je vais m'appuyer sur ce que j'ai fait dans ma carrière, sur ce que j'ai pu voir dans les différentes entreprises, et je vais proposer ces solutions-là aux indépendants et aux structures plus petites,
avec une volonté vraiment de faire différemment de ce que j'avais pu voir dans des grosses entreprises, c'est-à-dire de commencer par le terrain, de commencer par l'humain. Je commence jamais une prestation en disant je pense que c'est telle solution IA ou tel outil qu'il faut développer. Je commence par connaître les gens, tout simplement. Et alors pour illustrer un petit peu justement tes propos et pour identifier un petit peu au niveau de nos auditeurs ce que tu proposes, est-ce que tu peux nous faire un exemple peut-être d'un parcours de quelqu'un qui t'a sollicité pour comprendre comment tu es intervenu et comment ça s'est passé, déroulé? Oui, bien sûr. Alors, comment ça se concrétise? Ça commence par un diagnostic, c'est-à-dire que je me rends sur le terrain et puis je vais travailler à côté des gens. En tout cas, je vais les observer, regarder comment ils fonctionnent, regarder quelles sont leurs difficultés, essayer de comprendre quel est leur quotidien et surtout d'identifier là où ils perdent du temps, en tout cas par rapport à leur fonction. Une fois qu'on a fait cette étape de diagnostic... Je me permets juste, parce qu'à cette étape-là, qu'est-ce que tu arrives à identifier justement sur cette anamnèse? Quelque part, ils perdent du temps où, les gens? Alors, ils perdent du temps principalement sur des tâches répétitives. Donc, ça peut être la gestion des emails, la gestion des réclamations. Ça peut être... Alors après, ça dépend. C'est très variable selon les secteurs d'activité. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du RH. Quand on est sur des étapes de recrutement de candidats, par exemple, il y a énormément, toute la constitution du dossier candidat, elle est ultra chronophage. On interviewe le candidat, ensuite on ressaisit dans un outil, parfois dans un deuxième outil, on en fait une synthèse, ensuite quand on veut présenter le candidat, on refait une synthèse pour le client. Bref, à la fin de la journée, on a saisi 3 ou 4 fois la même chose et exactement les mêmes mots. Voilà, donc c'est principalement ces sujets-là. Ça peut être des sujets autour de l'administratif en général, quoi. Donc l'idée de départ, c'est ça. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on arrive à identifier quelle charge de travail ou quelle charge chronophage on peut avoir ou répétitive, et on peut aller vers toi pour essayer de régler ces problèmes. Oui, alors c'est un travail que mes clients peuvent faire eux-mêmes, mais c'est aussi un travail sur lequel je peux les accompagner. La plupart de mes clients, d'ailleurs, n'ont pas forcément d'idée au départ. Et c'est très bien. Et c'est même la meilleure des options. L'objectif, c'est, lors de cette phase de diagnostic, d'aller identifier là où ça fait sens de digitaliser, que ce soit par l'IA ou par d'autres solutions numériques. Donc, il n'y a pas forcément de travail préparatoire à faire. C'est vraiment la phase d'immersion dans leur quotidien. Concrètement, je peux rester 2 heures à côté d'un collaborateur à vraiment regarder tout ce qu'il fait, à faire de la prise de temps et à essayer de comprendre comment on peut améliorer le processus. Donc, quand tu disais tout à l'heure que tu t'attachais à étudier l'humain, à recueillir les besoins, est-ce que c'est uniquement les besoins de celui qui va t'engager pour développer une solution, ou c'est aussi le besoin de l'utilisateur potentiel de la solution après ? Alors, c'est un tout. C'est le besoin de l'entreprise, c'est le besoin du collaborateur, c'est le besoin de l'utilisateur. Je vais prendre un exemple. Si j'accompagne un collaborateur en entreprise qui a des tâches administratives qui sont certes chronophages, mais sur lequel finalement il y a une sorte d'épanouissement, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, la gestion administrative, c'est pas forcément là qu'on va prioriser. Donc en fait, c'est un peu une vue d'ensemble, c'est-à-dire que quand j'arrive dans une entreprise, j'attaque rarement un seul poste, un seul métier. C'est plutôt un département global, donc on va identifier toutes les pistes potentielles pour l'intelligence artificielle. Et après, la deuxième étape, c'est un gros travail de construction de roadmap et de priorisation. La priorisation, elle se fait à plusieurs niveaux. On peut avoir identifié un cas d'usage potentiel, mais que ce soit un cas d'usage potentiel hyper complexe à mettre en place, c'est peut-être pas par celui-là qu'on va commencer. Donc on va commencer par ce qu'on appelle dans le jargon de l'innovation des quick wins. Donc ce sont des choses simples à mettre en place, assez peu coûteuses et qui apportent des bénéfices tout de suite. Donc c'est comme ça qu'on va avancer petit à petit sur la mise en place de l'IA, tout simplement. Quelque part, j'ai envie de dire, pour nos auditeurs, pour simplifier un petit peu, tu as un peu le poste d'un chef de projet, en tout cas, avec une feuille de route autour du numérique, de l'administratif, de l'IA, et tu mets les choses, tu les jalonnes et tu les mets en place petit à petit pour améliorer effectivement cette productivité au sein des entreprises. Oui, c'est tout à fait ça.
Alors ça, c'est pour la partie conseil. Après, il y a le deuxième volet qui est la partie formation, où là, mon rôle est un peu différent, quoi. On n'est pas du tout sur le même métier. Ok, donc là, tu proposes également cette partie formation. Oui, tout à fait. Toujours sur le même public ? Toujours sur le même public. Alors, j'accompagne beaucoup d'individus. C'est-à-dire qu'il y a une forte mobilisation du CPF actuellement pour se former à l'intelligence artificielle. Et là, j'ai un public très varié, quoi. J'ai aussi bien des collaborateurs en entreprise que des collaborateurs qui partent en retraite dans quelques semaines et qui veulent, avant de partir, faire une dernière formation, souvent parce qu'ils ont un projet personnel ou professionnel d'ailleurs, pour accompagner leur retraite tout simplement. Alors super, tu vas voir que... alors, formation, juste par rapport à ça, tu les proposes comment ? Présentiel, distanciel ? Les deux. Les deux. Les deux, exactement. Je pose souvent la question parce que c'est vrai que depuis le Covid, maintenant, il y a eu énormément de distanciel. Les gens veulent revenir en présentiel. Ce n'est pas forcément le cas chez tous les formateurs. Donc, c'est toujours intéressant, effectivement, d'avoir cette vision-là. Je l'ai dit en introduction de l'émission, tu as un parcours qui est assez riche. Tu es passé par plusieurs dispositifs au sein de BGE, notamment la partie Incubatest qui a été pour toi la première expérience liée à ce projet. Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai décidé en 2024 de me lancer, j'ai croisé BGE au cours d'un forum, un peu par hasard. Je ne les connaissais pas, j'avoue. Donc, tu étais venu chercher vraiment de l'information autour de ton projet, mais il n'existait pas encore du tout à l'époque. Exactement. J'avais en tête de me lancer, j'avais en tête une activité de conseil. Et voilà, je voulais voir un petit peu quels pouvaient être des dispositifs qui pouvaient me permettre d'aller plus vite finalement et de ne pas être toute seule à travailler sur ce projet-là. Parce que vous allez le voir dans la deuxième partie, mais il n'y a pas que l'immatriculation en son nom, il y a aussi d'autres dispositifs, d'autres voies possibles. Et ce que je vous propose, c'est d'en parler juste après la pub. À tout de suite. Bienvenue sur Happiness, dans l'émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie. On est toujours avec Maggie et Loïc et on entame la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, je vous l'avais promis, maintenant on le fait, c'est important. La partie test un petit peu. Comme je l'expliquais juste avant la pause, aujourd'hui c'est vrai qu'on pense souvent à s'immatriculer en son nom, en micro-entreprise, en entreprise ou en société, et puis on y va. Non, il existe d'autres solutions, notamment la partie test d'activité. Là je me tourne vers toi Loïc, peut-être pour que tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne ça. Alors en fait le principe du test d'activité, on peut le résumer de manière assez simple en se disant qu'en gros la structure de test va en fait prêter une immatriculation à un porteur de projet, une personne qui souhaiterait lancer son activité d'indépendant. Le principe du test d'activité, c'est que ça vient aider à acquérir quelque part les réflexes que doit avoir un entrepreneur, à le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse tout simplement commencer à tester son idée, tester ses différentes idées, voir ce qu'il prend pas, comment il peut le faire. Et c'est vraiment l'idée de mettre un pied à l'étrier quelque part pour continuer à affirmer son activité d'indépendant. Et ça lui permet aussi de voir si ça lui plaît, parce qu'on se fait toujours une idée de l'entreprise, d'un métier qu'on a envie d'exercer, et si ça ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait après ? Ouais, tout à fait. C'est vraiment hyper intéressant de voir ça, parce que justement, ça permet de se rendre compte de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, effectivement, dans l'exercice d'une activité. Parce qu'en fait, toute activité a plein de petites parties. Il y a des choses qu'on va apprécier, qu'on va adorer faire, et d'autres sur lesquelles on se dit c'est vraiment pas du tout pour moi. Et alors justement, pour quelqu'un qui découvre un petit peu ça, concrètement, ça se passe comment ? C'est du CDI, c'est du CDD ? Est-ce qu'il faut quand même que je fasse quelque chose, une démarche, que je crée un SIRET ? Tout ça, ça fonctionne comment ? Alors de manière très concrète, en fait, c'est simplement un contrat qui est passé entre la structure de test et l'entrepreneur et la personne qui veut lancer son activité. L'entrepreneur n'a pas besoin de créer quoi que ce soit, il n'a pas besoin de s'immatriculer, il n'a besoin de rien faire à ce niveau-là. En fait, il pourra commencer dès le mois suivant son intégration possible et il pourra commencer tout simplement à vendre ses prestations. Alors avant de lancer, il y a quand même une étude de faisabilité. Il faut vérifier que son projet tienne un peu la route, qu'il sache quand même où il va mettre les pieds dans un premier temps.
C'est la base avant de pouvoir se lancer. On ne va pas tester juste si on a une idée, il faut quand même que le projet soit un minimum construit. Mais en tout cas, ça va permettre de faire les premières étapes. Parce que l'idée, de toute façon, c'est qu'on ne débarque pas comme ça chez Incubatest. Il y a quand même des étapes avant, notamment la partie de travailler un petit peu son environnement, le fameux business plan, le prévisionnel. Il y a un passage devant un jury, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, on ne débarque pas comme ça. Il y a un travail qui est fait quand même en amont. Oui, il y a un travail qui est nécessaire pour tout simplement que la personne puisse être opérationnelle dès le début. Si elle est encore dans la réflexion de savoir un petit peu ce qu'elle va proposer, si les tarifs sont vraiment flous, si on ne sait pas ce qu'on va faire, comment on va le faire et tout, à qui on va aller s'adresser, en fait, on se tire une balle dans le pied au départ. Et en fait, il faut mieux prendre le temps quelque part de prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois à travailler ça pour être rapidement opérationnel et profiter à plein justement de ce dispositif qui permet de vendre directement en conditions réelles et de faire ses premiers pas d'entrepreneur. Et alors, si on le schématise sous forme de tableau en avantages, bénéfices, inconvénients, si on prend la voie entrepreneuriale classique en immatriculation à son nom et le test, toi, tu mettrais où la barre ? Alors, je suis totalement convaincu de la pertinence de ce modèle-là du test, parce qu'en fait, il te permet de lancer ton activité sans être tout seul aussi. C'est hyper intéressant de pouvoir se dire je continue d'être accompagné par quelqu'un qui va m'aider, et c'est tout notre rôle, nous, en tant que conseiller sur ces structures-là, de pouvoir aider tout simplement les personnes à monter en compétences. Et ça, si tu crées toi-même ta micro dans ton coin, que tu prends une demi-heure sur le site de l'INPI pour créer ta micro, sans avoir d'aide et d'accompagnement à côté, c'est quand même se tirer un petit peu une balle dans le pied, quoi. Et surtout que ces dispositifs-là sont pas gratuits, mais très 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 peu onéreux. L'avantage, c'est que ça permet aussi de maintenir ses droits sociaux actuels. Quelqu'un qui est au chômage, il reste demandeur d'emploi, il reste indemnisé par France Travail. Il y a plein d'avantages vraiment sur ces dispositifs qui font que c'est dommage de ne pas en profiter. Et est-ce que c'est accessible à toutes les activités ou est-ce qu'il y a des exclusions ? Alors, c'est accessible à 70-80% des activités que tu peux faire en solo. Il y a certaines exclusions qui sont des exclusions liées à la nature de l'activité, notamment si on travaille dans le BTP, où on ne va pas pouvoir intégrer le test pour des questions d'assurance, ou on va dire c'est plus des incompatibilités de métier par rapport au fonctionnement du test. Quelqu'un qui aurait besoin d'un local commercial, en fait le test ne sera pas adapté, parce qu'en fait souvent quand on prend un local commercial c'est pour plusieurs années, sauf qu'en fait dans la période de test on y reste 1 an maximum. Donc voilà, c'est plus des incompatibilités par rapport à des natures d'activité. Quand tu dis on reste 1 an maximum, c'est quoi le minimum quand on a envie de tester son activité chez Incubatest ? Le contrat dure 6 mois, mais il peut être rompu avant si jamais il y a besoin, sans pénalité spécifique. Je vais prendre un exemple tout bête qui peut tout à fait arriver. Je suis parti pour créer un projet d'entrepreneur et puis au bout de 3 mois, je reprends un emploi salarié à temps plein. Effectivement, je vais pouvoir mettre fin à ma période de test. Donc pour pouvoir intégrer Incubatest, on ne peut pas être salarié à temps plein. On ne peut pas être salarié à temps plein, effectivement. Salarié à temps partiel, on peut. Jusque même 80% de temps partiel, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on ne peut pas en tant que salarié à temps plein. Puisqu'en fait, le principe du dispositif du test, c'est qu'on puisse consacrer du temps à son projet entrepreneurial. Et donc, du coup, on considère aussi que quelqu'un qui est salarié à temps plein, il a forcément beaucoup moins de temps à y consacrer. Super, je repasse peut-être la parole à Maggie. On était juste avant la pause sur le forum où tu as découvert BGE. Ouais. Et toi, tu es passé par le test. Donc ça a été, il se passe quoi entre le forum et l'entrée en test ? Alors, il se passe plein de choses et très rapidement. D'abord, on me présente les dispositifs, puisque d'ores et déjà, on m'avait parlé d'Essor. Et en fait, assez naturellement, suite à cet échange, je me suis dit, voilà, le parcours, je l'ai. Je fais 1 an en Incubatest, et puis ensuite, je bascule sur la coopérative Essor. Donc après ça, il y a la préparation du business plan, il y a le fameux passage en comité qu'on évoquait tout à l'heure, un grand moment de stress d'ailleurs. Donc pour toi, c'était assez clair dès le départ de prendre cette voie test et coopérative. Oui, tout à fait. Et pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai toujours été habituée, notamment sur les dernières années où je travaillais en tant que salarié, à travailler en équipe. Et moi, je m'appuie beaucoup sur le collectif. Et en fait, quand on m'a présenté les dispositifs Incubatest et Essor, c'est vraiment ça qui pour moi,
voilà, c'était un peu comme une découverte assez riche, une illumination, quoi. Je me suis dit, ok, c'est exactement ça que je veux faire, c'est me lancer tout en étant accompagnée par des experts. Tout simplement parce que chacun son métier, en fait. Moi j'ai eu la chance de découvrir plein de métiers dans ma carrière et notamment les sujets d'innovation et d'IA. Mais quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on en a deux des métiers. On a son cœur de métier, ce que l'on vend en termes de prestations. Et puis, on a une deuxième casquette qui est celui d'entrepreneur. Et ça s'apprend. Et après, on peut décider de l'apprendre tout seul, mais quand on est accompagné, ça va forcément plus vite. Ok, et donc, j'aime bien l'idée de collectif. Est-ce que, dans ton besoin de collectif, Incubatest et Essor ont répondu à tes attentes ? Ah, complètement. Complètement. Alors, Incubatest d'abord, ça m'a permis deux choses. Ça m'a permis de me planter. Je pense que je pourrais presque écrire un livre des erreurs à ne pas faire quand on se lance, surtout quand on a une expérience assez forte de salariat, on a des réflexes de salarié. Et en fait, le fait d'être en test comme ça d'activité, ça te donne le droit à l'erreur. Et puis surtout, tu as quelqu'un à tes côtés. Moi, j'étais accompagnée par Frédéric, qui est aussi là pour te rebooster, en fait. Les démarrages en tant qu'entrepreneur, c'est souvent assez complexe. Tu as tout un enthousiasme là, tu es content, c'est ton projet, c'est ton bébé, tu veux y aller. Et parfois, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que soit tu n'as pas la bonne offre, soit parce que ce n'est pas le bon moment, soit parce que tu ne sais pas comment le vendre. Et ça, pour garder la niaque, si je peux me permettre, c'est pas facile au quotidien quand on est tout seul. Et en fait, Incubatest m'a apporté ça, quoi. Des conseils, de l'écoute et finalement la capacité à rebondir. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, justement, sans écrire un livre entier, mais juste un petit exemple d'erreur à ne pas faire quand tu es entrepreneur ? Je pense que c'est important, tu as saisi en tout cas ça. On a envie de savoir ce qu'il ne faut pas commettre. Alors, quand on se lance, on n'a pas forcément besoin d'un site internet tout de suite. On n'a pas forcément d'avoir un beau logo. Bon, c'est bien, un logo. Et même le nom de l'entreprise. Moi, c'était vraiment 3 points clés pour moi. Je n'imaginais pas me lancer sans avoir un nom de boîte, un logo et un site internet. Finalement, le nom de ma boîte, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Ce que les gens vont acheter, c'est ma prestation. C'est ma façon d'approcher l'IA. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, mais que ma société s'appelle Réussir Demain ou autrement, c'est pas ça le vrai sujet. Donc il y a plein de petites choses comme ça où, en fait, c'est un peu, je pense, un moyen de se protéger et de se cacher. J'ai un joli logo, j'ai des belles plaquettes, voilà, ça va le faire. Mais en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça. Je suis assez d'accord avec ça. C'est qu'on accompagne là, tous autour de la table des projets dans le quotidien. Et souvent, c'est une demande qu'on a très rapidement en disant je veux un site, je veux ma carte de visite, mon flyers. Et pour eux, c'est le Graal en fait. C'est ça. Et moi, j'ai tendance à leur dire attendez, c'est pas une priorité. Il y a peut-être d'autres choses à regarder avant ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je reviens sur le test. Le test, donc ça a duré 1 an pour toi, c'est ça ? Ouais. Et entre le début du test et la fin du test, est-ce que l'offre évolue, la posture évolue ? Et c'est quoi les conclusions à la fin du test ? Alors, l'offre, elle a drastiquement évolué. J'ai commencé ma période d'Incubatest et je suis allée très vite au Salon Business Expo, qui a eu lieu d'ailleurs cette année, qui a eu lieu la semaine dernière. Mais là, c'est 2025. Donc, je me présente à Business Expo en ayant en tête un projet de conseil d'accompagnement. Et là, je fais un flop, mais ça va pas en fait. Je suis pas claire dans ce que je veux vendre. Aussi parce que comme j'ai eu une carrière assez riche, j'ai fait plein de choses et que je suis quelqu'un de plutôt enthousiaste, je me suis dit en fait il y a plein de petites choses que je peux proposer aux entreprises. Ce qui n'est pas forcément faux en soi, mais quand on veut tout vendre, en fait ça passe pas, on n'est pas clair, on n'est pas lisible pour l'autre. Et donc j'avais des gens qui m'écoutaient, mais je voyais bien qu'en fait ils comprenaient pas du tout ce que j'étais en train de dire et encore moins ce en quoi je pouvais les aider. Donc ça, c'est le début de l'incubateur. La fin de l'incubateur, j'ai un projet clair, net, précis, avec cette fonction de conseil qui est à l'origine. Depuis le début, c'est sur cette activité que je veux me lancer. Et Incubatest m'a permis aussi de prendre conscience que d'ajouter une brique formation IA, ça pouvait vraiment être un plus pour moi dans l'entreprise. Et si je dois résumer, c'est vraiment ça. Je démarre au départ avec une offre de conseil pas lisible du tout.
Et à la fin de l'incubateur, je sors avec une offre de conseils claire et précise, plus une offre de formation que je peux vendre et commercialiser aujourd'hui, notamment grâce à Essor. Non, c'est super, parce que du coup, tu as réussi, via les données que toi, tu as récupérées avec les contacts, les premiers contacts clients et peut-être la communauté aussi Incubatest, à réadapter ton offre pour répondre à un véritable besoin. Et ça, c'est top. Et tu as commencé à le dire, tu as eu une bascule après sur la coopérative chez nous en interne qui s'appelle Essor. Et ben, on en parle juste après la pause. À tout de suite. Vous êtes de retour dans l'émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie pour la troisième partie de l'émission. Et aujourd'hui, on est avec Maggie et Loïc. Clément. Ouais, troisième partie de cette émission. On a parlé du test. On a parlé de cette période qui t'a apporté énormément, Maggie. Et donc, à un moment, tu as fait le choix de basculer donc, vers la suite logique, en tout cas, qui est la coopérative Essor. Et avant qu'on explique un petit peu pourquoi tu as fait ce choix, peut-être que Loïc, tu peux nous expliquer c'est quoi cette suite logique et en quoi c'est une suite logique d'ailleurs et qu'est-ce que c'est Essor ? Alors, Essor, c'est une coopérative d'entrepreneurs. Donc, en fait, c'est une structure juridique dans laquelle, effectivement, on a plusieurs entrepreneurs qui, au final, partagent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure sur le test, notamment la même immatriculation. Donc, en fait, ils sont tous rattachés à la coopérative et ils exercent tous leurs fonctions en tant qu'indépendants, chacun dans leur domaine d'activité. Aujourd'hui, on a un peu plus de 90 entrepreneurs là, au mois d'avril au sein de la coopérative et on a tout type d'activité, donc c'est hyper enrichissant parce qu'encore une fois on est sur un modèle collectif aussi. On a des entrepreneurs qui exercent dans le management de transition, on a des formateurs, on a des couteliers, on a des esthéticiennes qui font ce choix justement de continuer quelque part l'entrepreneuriat sous un format collectif. Et alors pour les personnes qui ont rejoint l'émission en cours de route, on a parlé du test et maintenant d'Essor, et la différence entre les deux, du coup, ça serait quoi ? Alors le test permet de faire ses premiers pas en tant qu'entrepreneur et vraiment, alors c'est peut-être bête à dire comme ça, mais j'aurais tendance à dire que le test, c'est vraiment fait pour tester ses idées et vraiment de se mettre en condition et de commencer et de faire les premiers pas. La coopérative, on est plus sur un développement d'une activité où là, on a son projet qui est sans doute un petit peu plus avancé. On sait un peu plus où on va mettre les pieds et comment on va le faire. Et en fait, la coopérative, c'est une solution qui permet de se projeter sur un temps un peu plus long, puisque souvent, on va rester dans la coopérative au minimum 2, 3, voire 4 ans, et qui permet quelque part de continuer sa montée en puissance. Donc en fait, le test serait vraiment le point de départ, et la coopérative, c'est le développement vers justement la possibilité d'être indépendant. Et lorsqu'on intègre la coopérative Essor, est-ce qu'on devient forcément associé de cette coopérative ? Quel statut on peut avoir ? Alors, on a deux possibilités. On a la possibilité d'avoir un contrat qui permet de maintenir sa situation sociale actuelle. Donc, si par exemple je suis demandeur d'emploi, il y a un contrat qui existe au sein de la coopérative qui permet de maintenir sa situation de demandeur d'emploi. Ce qui est super intéressant pour les personnes qui souhaitent continuer à toucher leur rémunération, leur indemnisation France Travail. On a cette possibilité-là. On a l'autre possibilité, c'est celle que tu évoquais à l'instant, qui est celle de devenir entrepreneur salarié associé de la coopérative. Il faut savoir qu'on ne le devient pas immédiatement, c'est pas parce qu'on intègre la coopérative sous ce format-là qu'on devient obligatoirement associé dès le début, mais c'est effectivement l'horizon à 3 ans, c'est de pouvoir devenir associé au sein de la structure, et là, quelque part, ça marque encore plus l'engagement de l'entrepreneur au sein de la coopérative. C'est symbolique, c'est l'idée d'avoir une part sociale au sein de la coop. Mais au final, les associés aujourd'hui, donc les entrepreneurs associés, font partie du conseil d'administration. Aujourd'hui, on en a à peu près une vingtaine. Donc ça veut dire que les gens restent chez nous quand même assez longtemps puisqu'ils deviennent associés par ce biais-là. Et du coup, ils font partie effectivement du conseil d'administration qui se réunit une fois par an, qui notamment évoque le positionnement stratégique de la coopérative. Et donc on est vraiment sur cette vie du collectif, encore une fois. Donc tu dis qu'on peut rester un moment, mais on peut rester toute sa carrière si on a envie de rester tout le temps. Il n'y a pas de limite Ouais, tout à fait, il n'y a aucune limite. Aucune limite en termes de temps. On peut y rester 6 mois comme 6 ans. Il y a des personnes qui le voient vraiment comme une solution à 6, 8, voire 10 ans, voire même jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle, puisqu'ils ont le statut social de salarié. Et quelque part, c'est la seule solution aujourd'hui dans l'entrepreneuriat qui permet à un indépendant de pouvoir être couvert
socialement parlant, donc c'est-à-dire de pouvoir être indemnisé pour le chômage, indemnisé pour la maladie, pour la retraite potentiellement, de pouvoir continuer à cotiser ses trimestres comme un salarié. C'est la seule manière de faire aujourd'hui en entrepreneuriat pour faire ça. On entend souvent parler de portage salarial. Quelle est la différence entre une coopérative d'entrepreneurs et du portage salarial ? Alors la grosse différence, c'est le côté collectif. La solution juridique est la même. En fait, le système est le même. C'est une structure qui permet d'avoir une activité d'indépendant. Mais par contre, quand on est dans du portage salarial, on n'a pas cette vie du collectif, on n'a pas ces événements partagés qu'on peut avoir. Pour prendre un exemple tout bête là, qui a eu lieu encore la semaine dernière, on parlait du Business Expo tout à l'heure. Là, en fait, ce qu'on a pu faire au sein de la coopérative, c'est notamment de mutualiser les moyens entre membres de la coopérative pour qu'ils puissent avoir un stand au final, ce qui leur revient 2 à 3 fois moins cher. Et en fait, c'est ces initiatives-là de collectif qu'on ne retrouvera pas dans le portage salarial. Okay. C'est top. Et du coup, toi, Maggie, tu as fait ce choix-là. Exactement. Donc explique-nous comment tu es arrivée chez Essor et pourquoi tu as fait ce choix-là, tout simplement. Alors déjà c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu une évidence pour moi après en sortie d'incubateur de basculer sur Essor. Pourquoi j'ai fait ce choix ? Une des premières raisons, c'est que j'ai ajouté cette brique formation à mon activité. Et le domaine de la formation, c'est un monde qui est très complexe. Il y a tous les process qualité, Calliope, il y a tout un environnement très particulier. Alors juste peut-être pour les personnes qui ne savent pas de quoi tu parles, Calliope, est-ce que tu peux nous le décrire ? Ça sert à quoi en fait ? Alors Calliope, en fait, c'est un process qualité qui permet de garantir certaines règles dans la formation professionnelle. C'est un peu un gage de confiance en fait. Et grâce à cette labellisation, les entreprises peuvent aussi obtenir des financements et des aides pour mettre en place des formations au sein de leurs entreprises. Et la coopérative, elle est certifiée Calliope. Et donc quand on fait de la formation et qu'on appartient à la coopérative, on bénéficie de cette certification. Ça te permet de l'utiliser en ton nom pour tes formations. Exactement. Alors on est formé, on est accompagné. C'est pas juste on utilise le label. La coopérative nous accompagne quand même et nous explique comment tout ça fonctionne. Mais là encore, en fait, c'est justement le collectif et l'accompagnement que la coopérative propose qui est intéressante quand on démarre dans de la formation. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas formatrice à la base, donc c'est aussi un nouveau métier qu'il faut que j'apprenne. Et la coopérative m'aide en cela. Donc ça, c'est certainement une des premières raisons qui a fait que j'ai rejoint la coopérative. La deuxième raison, c'est le collectif. Parce que, encore une fois, quand on est entrepreneur, on peut se retrouver parfois un peu seul. On n'a pas la réponse à toutes nos questions. Et c'est bien normal. Et parfois même, quand on se pose des questions, on peut trouver nous-mêmes des réponses, mais est-ce que c'est les bonnes réponses ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux en discuter avec d'autres personnes ? Et c'est ça que je trouve intéressant. Moi, j'ai déjà eu l'opportunité de discuter avec d'autres entrepreneurs, de trouver des partenaires et de créer des synergies potentielles. Je crois beaucoup au business par recommandation aussi. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu de l'apport d'affaires. Je suis rentrée dans la coopérative cette année, j'ai déjà eu de l'apport d'affaires par d'autres membres de la coopérative. Et le dernier point, c'est aussi en lien avec le collectif, c'est que quand on est indépendant, quand bien même on veut proposer plein de choses aux entreprises, il y a quelque chose qui est immuable et qui ne change pas, c'est que les journées ne font que 24 heures. Et parfois, vous pouvez vous retrouver face à un client potentiel qui, lui, veut de la formation, pour mon cas, en intelligence artificielle, par exemple, mais pas que. Il a peut-être aussi besoin de formation, j'en sais rien, dans le marketing, dans la QVT, etc. C'est pas mon cœur de métier. Et plutôt que de lui dire, écoutez, non, ça, je peux pas embarquer, quand on est dans un collectif comme Essor, on peut trouver des collègues, finalement, qui vont pouvoir... Ouais, et puis c'est pas simplement le refiler, c'est aussi de travailler ensemble sur une offre complète. Et en fait, plus on a de solutions à apporter à une entreprise, quelle qu'elle soit, mieux c'est. On pourrait dire qu'il y a une co-construction, en tout cas, des offres de formation via le groupe Essor. Là, pour Exactement. le coup. Complètement. Et on travaille dessus, justement. C'est quelque chose qui est hyper important parce que, notamment dans ce domaine, on parle vraiment du domaine de la formation, il y a un élément qui est hyper important, c'est l'amélioration régulière et continue de ce qu'on propose. Et en fait, le fait de faire des ateliers tous les trimestres où on va justement retravailler ce qu'on propose, comment on le fait, est-ce qu'il ne faut pas ajuster, améliorer, ça fait partie de l'essence même de notre fonctionnement. Et je t'ai pas posé la question, Maggie, tu es chez Essor depuis quand ? Depuis le début de l'année.
Ok, donc ça reste récent. Et Ouais. est-ce que déjà depuis le début de l'année, tu vois quand même tu vois des changements dans ton offre, dans ce que tu proposes, ou alors ça a été une continuité d'essor, ça n'a pas forcément trop évolué aujourd'hui? C'est quoi les premiers les choses positives que tu as pu retenir déjà de essor en dehors de ce groupe, ce qu'on a pu évoquer maintenant? Alors, au niveau de l'activité, ça a été vraiment une continuité, mais aussi parce que j'ai eu la chance de passer par ce parcours incubatest où, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai affiné complètement le projet. Donc, quand je rejoins Essor, le projet, il est clair. La différence, c'est que le projet démarre concrètement, réellement, en fait. Donc, le premier bénéfice, c'est l'évolution considérable du chiffre d'affaires. Et puis, j'ai déjà participé aux 3D formations. On a déjà fait des séances un peu de codev, de comment on peut s'améliorer. Je le disais tout à l'heure, je ne suis pas formatrice à la base. Donc, c'est aussi un métier qui est complexe. Grâce aux membres de la coopérative, je vais beaucoup plus vite dans l'apprentissage. Et alors, tu sais, je voulais te poser une question tout à l'heure, on n'a pas eu le temps parce qu'on est parti en pub, écouter de la super musique. Tu parlais de productivité, d'anamnèse, de faire un petit peu l'état des lieux, des besoins, etc. On parlait d'IA. L'IA, c'est un sujet qui nous touche tous à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on entend énormément parler. Si moi, je prends mon exemple, j'ai des tâches qui sont chronophages, j'ai des choses que je voudrais déléguer à l'IA, je peux peut-être aller sur l'IA, lui demander directement, tiens, salut ChatGPT, salut Claude, ou un autre pour ne pas les citer, aide-moi. Et toi, quelque part, c'est ce que tu proposes. Comment tu vas te vendre par rapport justement aux IA qui existent à l'heure actuelle? Alors, c'est une très très bonne question et un très bon exemple. Effectivement, tu peux tout à fait faire ça. Et d'ailleurs, l'IA va te répondre. Elle va te proposer des solutions. C'est ça qui est merveilleux avec l'IA, c'est qu'elle est faite pour ça. Elle est faite pour apporter une réponse et surtout pour te satisfaire. Elle va pas à un moment te challenger en te disant non, c'est peut-être pas la bonne idée. Moi, je vais te challenger. Moi, je vais te dire, c'est peut-être pas là, en fait, qu'il faut que tu mettes de l'IA. Donc ça, c'est une première différence. Et puis la deuxième différence, c'est que comme elle est faite pour répondre, j'ai presque envie de dire coûte que coûte. C'est-à-dire que si tu poses n'importe quelle question, c'est un test que je fais beaucoup en formation, je demande à l'IA, je lui dis, j'ai un projet de création d'entreprise, je vais ouvrir un restaurant sur la Lune. Qu'est-ce que tu en penses? L'IA va me dire que j'ai une idée extraordinaire, que ça va être complexe, mais que c'est extraordinaire. En aucun cas, elle va remettre en cause ce que je propose. Et en fait, pour pouvoir l'amener à avoir une réponse réelle et viable, il faut savoir prompter efficacement. Prompter efficacement, c'est dialoguer efficacement avec une intelligence artificielle. Ça, ce sont des techniques qui s'apprennent et ce sont des techniques que j'aborde en formation. J'aime beaucoup cette anecdote. Et quels sont les avantages? Parce que là, tu t'es présenté comme chef de projet externalisé. Donc, une entreprise peut avoir les ressources en interne, mais quels sont les avantages d'avoir un chef de projet externalisé comme ça? Alors, l'avantage, c'est justement d'avoir quelqu'un d'externe. Quand on est la tête dans le guidon, c'est parfois pas facile de remettre en perspective ses propres process. C'est pas parce qu'on veut pas le faire, c'est juste qu'on est tellement habitué qu'il y a des choses qu'on ne voit plus en fait. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, hein. C'est valable aussi pour moi dans ma façon de faire. Il y a forcément des choses que je n'identifie plus. La deuxième raison, alors tu disais que les entreprises peuvent avoir des chefs de projet. C'est malheureusement des postes qui sont de moins en moins présents malgré tout dans les entreprises. C'est souvent un peu même la variable d'ajustement, si je peux dire ça comme ça. Donc, du coup, finalement, c'est plutôt apporter une solution à une entreprise quand elle ne l'a pas. Et le gros avantage, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, chacun son métier. Quand j'accompagne un client qui est spécialisé dans le domaine des RH, son métier, c'est de faire des RH. Moi, mon métier, ça va être d'exercer de la chefferie de projet et de venir vraiment l'accompagner et faire presque aussi à sa place. Quand on est face à des indépendants ou des petites structures, il y a un élément qui est crucial, c'est le temps. Et on manque tous de temps. Donc une entreprise qui veut passer à l'IA, elle a deux possibilités. Soit elle se dit, je vais mettre un ChatGPT et puis je vais faire quelques tutos. Elle peut le faire. On court souvent un peu à la catastrophe quand même quand on fait ça, ou en tout cas ça fait un flop. Soit elle se dit, non, il faut que je prenne le temps de comprendre où l'IA fait sens et ensuite comment j'accompagne mes collaborateurs.
Et si on est très honnête entre nous, il y a plein de structures qui n'ont pas le temps de faire ça. Maintenant, vous savez. Ce que je vous propose, on se refait une petite pause et on attaque la dernière partie de l'émission. Vous inquiétez pas, si vous avez l'habitude d'avoir la minute conseil en troisième partie, je la décale en quatrième, il n'y a pas de souci. Je vous dis à tout de suite. Vous êtes bien sur Happiness dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie pour la quatrième partie de l'émission. Et aujourd'hui, on est toujours avec Maggie et Loïc. Mais avant toute chose, Clément, est-ce que tu peux, avant de nous parler de la minute conseil, est-ce que tu peux nous dire ta phrase fétiche, s'il te plaît ? Je peux, effectivement. Et d'ailleurs, Maggie l'a très bien dit tout à l'heure, parce qu'elle a dit qu'il y avait plusieurs casquettes quand on était entrepreneur. Elle a parlé de la partie un peu commerciale, administrative, posture entrepreneuriale, plus après la partie technique. Et comme je dis souvent, et je le dis à chaque émission, et merci Sébastien, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Parce qu'effectivement, on n'a pas un cursus aujourd'hui qui vous amène directement vers l'entrepreneuriat. Ça se cultive au fur et à mesure des expériences personnelles. J'enchaîne du coup sur la minute conseil. Je voulais vous parler d'un sujet assez important qui fait beaucoup de bruit en ce moment pour la partie micro-entreprise. C'est tout ce qui est en lien avec la comptabilité et le livre de recettes. Vous le savez, créer sa micro-entreprise, c'est simple. Mais beaucoup d'entrepreneurs découvrent trop tard qu'ils ont fait des erreurs de comptabilité. On le voit souvent et nous, on essaye de rattraper ça, en tout cas avec BGE Picardie. La bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que vos obligations sont limitées à condition de connaître les bonnes règles au départ. Je vais vous les donner, bien évidemment. La comptabilité sert avant tout à deux choses. Piloter votre activité et sécuriser votre entreprise en cas de contrôle fiscal. Alors concrètement, la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire ? La première obligation, c'est la partie compte bancaire et notamment le compte bancaire dédié. Si vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse 10 000 euros pendant 2 années consécutives, vous devez ouvrir dans les 12 mois un compte bancaire séparé pour votre activité. Pas forcément besoin d'un compte professionnel. Par contre, vous devrez avoir le EI, le entrepreneur individuel, directement sur le RIB pour bien séparer le patrimoine personnel de professionnel. L'essentiel est simple, ne jamais mélanger en tout cas le personnel et le professionnel en termes de conseils, c'est quand même sympa. Le deuxième pilier, ça va être la facturation. Une facture est obligatoire pour tout client professionnel, pour les ventes à distance, pour certaines prestations dépassant 25 € ou dès qu'un client particulier la demande tout simplement. Il y a quelques petites mentions à mettre sur les factures, je vous les donne très rapidement. Une date d'émission, une numérotation chronologique sans trou, votre identité bien évidemment et votre numéro de SIRET, les coordonnées du client, le détail de la prestation, le montant à payer. Et si vous êtes en franchise de base de TVA, c'est-à-dire que vous ne payez pas de TVA, il faudra mettre la petite phrase TVA non applicable, article 293B du CGI. Je vous parle de la facturation, vous le savez, il y a un changement cette année qui va s'opérer en septembre 2026 pour toutes les entreprises qui devront passer progressivement et être capables de recevoir des factures électroniques lorsqu'elles travaillent avec des professionnels. L'idée, pour la micro-entreprise, vous allez juste recevoir. Il y aura des changements qui vont se passer pour vous en 2028. Mais pour l'instant, l'idée, c'est que vous allez aller devoir vers un CRM, donc un logiciel électronique qui va vous permettre de recevoir ces factures, d'être contrôlable et de pouvoir saisir toute la partie comptabilité. Donc, à l'heure actuelle, oui, le livre de recettes, c'est un document qui est central. Papier, tableur, cahier, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Il faut mettre la date d'encaissement, le numéro du client, le numéro de facture, la nature de la prestation, le montant encaissé, le mode de paiement. Vous faites un peu comme vous voulez, mais attention, à partir de septembre, on va vous encourager à passer sur des logiciels qui sont agréés par le gouvernement. Vous pouvez aller voir directement sur economie.gouv.fr, vous avez toute la liste, notamment un logiciel que moi j'utilise beaucoup qui s'appelle ABI, A2BY, que vous devez certainement connaître autour de la table, qui est agréé maintenant officiellement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous avez un plan qu'on appelle Freemium qui est totalement gratuit. La micro-entreprise, du coup, c'est un régime simple, à condition d'adopter dès le début de bonnes habitudes comptables. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et moi, je vous dis à bientôt. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau conseil. Merci beaucoup, Clément. Et donc, on va enchaîner avec la partie que vous attendez tous et toutes. C'est le moment du pitch, le petit jeu du pitch. C'est la petite synthèse des personnes autour de la table. Qui veut commencer ? Dispositif Loïc, Maggie ? Je vais le laisser commencer. Allez, Maggie. Merci. Allez, beaucoup, honneur aux Loïc. femmes. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais dans les faits, les entreprises ne savent pas toujours comment l'utiliser et ni même quoi en faire. Alors, on met des outils en place et au final, ça ne change pas grand-chose. Mon travail, c'est d'éviter ça. Donc, j'accompagne des dirigeants, des indépendants, des TPE, des PME, à utiliser l'intelligence artificielle de façon concrète et utile pour gagner du temps et améliorer le quotidien. Ça passe
à la fois par du conseil pour identifier des bons cas d'usage et de la formation pour rendre les personnes autonomes dans le temps. Concrètement, en fait, on va identifier tout ce qui prend du temps sans créer de valeur. C'est souvent de l'administratif et des tâches répétitives et on vient simplifier tout ça. Un objectif, récupérer jusqu'à plusieurs jours par mois, des jours qui peuvent être facturables quand on parle d'indépendants ou d'artisans, et plus globalement, fluidifier et optimiser le quotidien pour améliorer la productivité. Mais surtout, l'idée, c'est de ne pas ajouter de la technologie, c'est de simplifier le fonctionnement. Et pour ça, je pars toujours du terrain, du réel, et jamais de l'outil. Donc si vous voulez comprendre comment utiliser l'IA de manière concrète dans votre activité, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Maggie Enoch Hurier, ou me contacter par mail à contact@réussir le chiffre 2 main avec un s.com. Et si vous deviez retenir une chose, je n'aide pas les entrepreneurs à utiliser l'IA, je vous aide à arrêter de perdre du temps. Merci. Merci Super, c'est beaucoup, top. Maggie. Falloir qu'on se voit après l'émission. Loïc, peut-être sur une petite synthèse sur les 2 dispositifs qu'on a évoqués aujourd'hui. Ouais, alors je vais commencer par 2 chiffres, 2 sur 10 et 80%. 2 sur 10, c'est le nombre d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui accompagnés dans leur démarche de création d'entreprise. 80%, c'est leur taux de réussite au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, 80% des entrepreneurs qui sont accompagnés continuent à développer leur activité en tant qu'indépendants au bout de 3 ans. C'est ce qu'on propose chez Incubatest et chez Essor, c'est de pouvoir justement te permettre de lancer ton activité en étant accompagné et en ayant aussi tout l'intérêt du collectif autour de ça. Donc si je devais résumer, effectivement, ce qu'on peut te proposer, c'est d'avoir des gens autour de toi qui vont t'aider à te structurer, des entrepreneurs autour de toi qui vont t'aider à te développer. Et donc dans un premier temps, si tu veux démarrer, le test sera fait pour toi. Si tu veux continuer à développer, la coopérative sera aussi là. Eh ben c'est Merci, parfait, Loïc. c'est top ça. Petite dernière question, il nous reste 2 minutes tout pile. Je te la pose à toi, Maggie. Tu te vois où dans 50, enfin 3, 5, 10 ans? C'est quoi l'idée? Alors l'idée, c'est de continuer, donc c'est-à-dire d'avoir le statut notamment de dirigeant salarié associé de la coopérative. Pour moi, c'est vraiment une continuité. Et puis j'espère bien, dans 5 ans, pouvoir avoir développé l'activité, avoir embauché également des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et surtout, avoir réussi à convaincre que quand on veut innover ou transformer, il faut d'abord passer par l'humain. Et puis avoir réussi à aider des entreprises à prendre ce virage vers l'intelligence artificielle pour un quotidien amélioré. Eh ben, on sera toujours là pour te poser la question dans quelques années, voir si tu as rempli cette condition. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent pour l'émission d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller réécouter cette émission sur toutes vos plateformes de podcast, que ce soit Apple Music, Deezer et j'en passe, ou directement sur notre site www.happinessradio.fr. On se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel entrepreneur ou des nouveaux entrepreneurs. Ciao, bye bye. À bientôt.